130 étudiants inscrits dans nos différents programmes. C'est un honneur aujourd'hui d'accueillir le général Paul avec nous. Ce n'est pas tous les jours qu'un commandant de l'armée de terre vient nous rendre visite à l'école. Et c'est donc un immense honneur de vous accueillir, mon général. Moi, j'ai fait mes études de baccalauréat à la fin des années 90, à l'époque où on parlait essentiellement de mondialisation, où on parlait d'élargissement de l'OTAN, où on parlait de démocratisation en Europe de l'Est, en Amérique latine et dans certains coins d'Afrique. La superpuissance américaine donnait le ton et puis le Canada, grosso modo, suivait le leadership de notre principal voisin et principal partenaire, les États-Unis d'Amérique. C'était une période pour l'Occident qui était, moi je la qualifie souvent auprès de mes étudiants, de grande fête occidentale. Les choses allaient merveilleusement bien pour nous, pour nos idées, pour notre vision du monde. Et les choses, bien entendu, ont changé progressivement. Vous le savez, vous êtes pour la plupart d'entre vous en relations internationales. Les choses ont changé, la fête a pris fin et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde qui est vraiment plus complexe qu'il a été auparavant. D'abord, il y a les questions environnementales qui nous affectent. Et au-delà de cette question cruciale, qui est l'environnement et les changements climatiques, il y a de nombreux conflits qui émergent, notamment parce que l'ordre international est en pleine redéfinition. Ça, vous le savez aussi. On n'est plus dans un monde unipolaire, on est dans un monde peut-être bipolaire avec la Chine, peut-être multipolaire avec plusieurs autres pôles de puissance qui émergent, peut-être dans un monde zéro polaire, comme je crois Hubert Védrine indiquait il y a quelques années. Notamment Hubert Védrine, pour ceux qui le connaissent, aime bien inventer de nouveaux concepts. Chose certaine, le monde est plus complexe. Il y a de très nombreuses crises que nous devons gérer, adresser, des crises éminemment complexes, comme vous le savez. Et dans tout ça, il y a le Canada, il y a notre pays, il y a les difficultés auxquelles on fait face parce qu'on réalise de plus en plus, peut-être un peu tardivement, que notre influence dans le monde n'est plus ce qu'elle a été dans les années 50, dans les années 60 ou les années 70. La chance que nous avons, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que nous avons des gens à Ottawa qui ont pris connaissance de cette réalité et qui réfléchissent à une redéfinition de la politique étrangère canadienne et par la force des choses, à une redéfinition de notre action militaire dans le monde. J'étais à Montréal il y a 2 semaines environ lorsque la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a fait un discours très intéressant et un discours qui a été retenu, qui a retenu l'attention, devrais-je dire, notamment parce qu'elle mettait l'accent sur l'importance de défendre le territoire canadien, la souveraineté canadienne, notamment dans la région de l'Arctique. Et elle disait aussi que nos idéaux, bien sûr, sont importants, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, mais qu'il faut être beaucoup plus pragmatique dans nos relations avec le monde. Et c'est un discours intéressant, à mes yeux, c'est un discours rafraîchissant. Et c'est un discours important dans la mesure où il arrive à un moment où nous sommes investis en Ukraine sans être directement investis, bien entendu, où nous devons prendre position et agir dans le conflit au Moyen-Orient, où nous avons réorienté en partie nos actions dans l'Indo-Pacifique avec une politique officielle qui a été annoncée en novembre 2022 par le gouvernement canadien. Donc, il y a plusieurs, comme on dit en bon québécois, chaudrons sur le feu. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons la chance d'accueillir le commandant Paul, qui doit concrètement réagir à ces différents enjeux. Et donc, j'ai très hâte, nous avons hâte de vous entendre, mon général. Donc, je m'arrête ici. Merci de vous être déplacé en grand nombre aujourd'hui. Merci à ceux qui nous écoutent en ligne. J'espère que ce sera une discussion à la hauteur de vos attentes. Et sans plus attendre, je cède la parole au général Giguère qui présentera notre conférencier d'honneur. Mon général, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette activité de l'École supérieure d'études internationales. C'est mon grand privilège de vous présenter notre conférencier. J'allais dire qu'il n'est pas juste commandant de l'armée, c'est déjà beau, là. Mais qui est aussi pour moi un frère d'armes du Royal 22e Régiment. Alors, tous les deux, on a fait notre carrière au sein de ce régiment-là. Et c'est vraiment un privilège, Général Paul, de vous accueillir ici aujourd'hui. Alors, écoutez, je ne passerai pas au travers la biographie totale du Général Paul.
Mais je vais quand même vous donner les principaux points saillants pour que vous ayez une meilleure idée de l'individu que vous avez en avant de vous. Alors, le général Paul est né et a grandi dans la communauté de la Première Nation de Wendake, ici à Québec, et il est membre de la nation Huron-Wendat. Il s'est enrôlé en 1988 à titre de réserviste et d'officier d'infanterie. Avant de s'enrôler dans la force régulière, il a obtenu un diplôme, un baccalauréat en histoire de l'Université du Québec à Chicoutimi et une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Il s'enrôle dans la force régulière en 1991 et déjà se voit en mission en Croatie en 1993. Il est promu au grade de lieutenant-colonel à l'été 2005 et il prend le commandement du 2e bataillon du Royal 22e Régiment et de la Citadelle de Québec. Il a par la suite le privilège de commander le groupement tactique du 2e bataillon du Royal 22e Régiment qui est déployé dans la province de Kandahar en Afghanistan d'avril à octobre 2009. Il est promu au grade de colonel en 2010 et il prend le commandement de la force opérationnelle de lutte contre les dispositifs explosifs improvisés, puis est nommé commandant du Centre canadien d'entraînement qui est à Wainwright, en Alberta. Après sa promotion au grade de brigadier général, il est nommé commandant de la force opérationnelle à Jérusalem. En juin 2015, il était détaché pendant 2 ans au bureau du conseil privé. Puis il occupe le poste de chef d'état-major du commandement du renseignement des forces canadiennes. En juillet 2019, il est promu au grade de major général et assume les fonctions de directeur général politique de sécurité internationale. Il est promu au grade actuel de lieutenant général en 2021 et il se retrouve à Naples au commandement allié des forces interarmées de l'OTAN. Le lieutenant général Paul est nommé commandant de l'armée canadienne en juin 2022 et il est le premier membre autochtone des Forces armées canadiennes à occuper ce poste. Alors, mon général, bienvenue. C'est un privilège de vous céder, pas l'épée, mais le micro. Bienvenue, merci bien. Ça, comme ça va. Et puis, juste vérifier ça ici. Monsieur Paquin, Général Giguère, chers amis, chers collègues, vraiment là, heureux d'être ici présent avec vous aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que la majeure partie de mon temps, je le consacre à faire des présentations dans la langue de Shakespeare. Donc, très heureux d'utiliser la langue de Molière ce matin. Toujours un petit peu plus facile, n'est-ce pas? Fait que, écoutez, ce que j'aimerais faire avec l'ensemble du groupe, c'est partager peut-être un peu mon humble appréciation d'où on s'en va sur la scène internationale. Et ensuite de ça, j'aimerais ça partager avec vous quelles sont les choses que l'armée canadienne a l'intention de faire pour pouvoir là, livrer les missions qui nous sont confiées. D'entrée de jeu, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que vous savez, nous, comme militaires, comme soldats, la seule chose qu'on fait, c'est offrir des conseils, n'est-ce pas? Et pour nos amis qui sont étudiants de deuxième siècle ici, vous savez, à Ottawa, il y a un seul individu qui a l'autorité de fournir des conseils militaires au premier ministre, et c'est le chef d'état-major de la Défense. Donc, il y a une espèce de danse là, que les gens doivent comprendre. En général, moi, mon collègue de la Marine, mon collègue de l'Aviation, on va faire preuve de conseils, on va offrir nos perceptions au chef d'état-major de la Défense, mais à la fin de la journée, il y a une seule personne qui a l'autorité de parler au nom des Forces armées canadiennes, et puis c'est le chef, comme on l'appelle, un peu dans notre jargon.
Et puis, donc, écoutez, je vais couvrir un peu la scène internationale et ensuite, je vais parler de comment on veut opérationnaliser le tout au sein de l'armée en vertu des mandats qui nous ont été donnés. Tout d'abord, ce que j'aimerais mentionner, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'au zénith, là, si on veut, de ma carrière, on a complété un cycle. Et je m'explique. Quand j'ai joint en 88, c'était toujours la guerre froide. On avait toujours des troupes en Allemagne. Et puis, bon, le mur de Berlin, etc. On ramène les troupes au Canada. Ça devait être une période de paix. Ensuite de ça, on a commencé à entrer dans des conflits régionaux. Et ensuite de ça, on a eu à gérer des opérations de contre-insurrection. Et là, chers collègues, j'ai vraiment le sentiment qu'on est de retour là, dans ce qu'on peut qualifier de guerre froide. Donc, j'ai jamais vu au cours de ma carrière autant d'instabilité sur la scène internationale. Et écoutez, on est constamment bombardé d'informations et on a parfois tendance à perdre le fil. Donc, un petit rappel très rapidement. On a vu ce qui s'est passé en Israël récemment. On peut parler du Karabakh, n'est-ce pas? On peut parler du Mali, on peut parler du Soudan, on peut parler de l'Éthiopie, on peut parler du Myanmar, le Kosovo, le détroit de Taïwan, et on peut aussi évidemment parler de l'Ukraine. Donc, pour employer une expression anglaise, énormément de flashpoints partout présentement sur le globe. On a parfois l'impression que certaines de nos institutions internationales sont plus ou moins fonctionnelles. Donc, énormément de tensions dans le système international. Outre les conflits, l'instabilité, les effets des changements climatiques, les migrations, etc., humaines, la lutte pour l'accès aux ressources naturelles, etc., etc. Et tout à l'heure, d'emblée, on faisait référence à un monde unipolaire, multipolaire, bipolaire, sans embarquer là, nécessairement trop dans ce dossier-là. La seule chose que j'aimerais mentionner, et je trouve que parfois, on a tendance à oublier ça. On peut avoir des discussions sur les systèmes politiques qui sont en place, etc., mais la seule chose que j'aimerais offrir à l'audience, c'est qu'on a des êtres humains aujourd'hui qui risquent tout, qui risquent leur vie pour offrir à eux et à leur famille un monde meilleur. Où vont-ils? Ils ne vont pas en Russie, puis ils ne vont pas en Chine. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Il y a des êtres humains sur cette planète présentement qui veulent repartir leur vie et ils s'en vont tous vers les démocraties occidentales. Ils s'en vont tous en Europe de l'Ouest. Ils veulent tous venir en Amérique. Fait que parfois, je trouve qu'on est très difficile à notre Oui. propre endroit. Allô, allô? On se juge des fois avec un peu trop de pessimisme, je vous dirais. Et lorsque j'étais à Naples, j'ai fait partie de cette opération où on ramenait les Afghans qui avaient travaillé pour l'OTAN pendant la guerre là-bas. Et on avait environ 3000 de ces Afghans-là qui sont arrivés avec leur famille. Et puis, de façon intérimaire, parce qu'on devait tenter de déterminer qui était qui, parce qu'on peut prétendre être quelque chose et être autre chose, n'est-ce pas? Donc, on faisait des petites vérifications de sécurité, etc. Donc, on les a emmenés au Kosovo, un petit camp qu'on appelle Bechtel. Et là, évidemment, on passait des entrevues avec ces gens-là. Donc, des Afghans qui avaient tout abandonné et ils voulaient toujours aller aux mêmes endroits. Ils voulaient venir au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et je pense que, comme citoyens qui faisons partie de ces démocraties occidentales, je pense qu'on doit réfléchir là-dessus un peu. En fait, je suis même tenté de dire qu'on est peut-être un peu des enfants gâtés parfois, comme citoyens. Et en cas de doute, voyager à travers le monde. Donc, énormément de turbulences partout sur la scène internationale, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que du point de vue de l'armée canadienne,
le mandat numéro un qui nous a été confié par notre gouvernement national est certainement la mise en place là, de notre brigade en Lettonie. Énormément de bruit, énormément de noise. On peut être distrait par un paquet de choses, mais évidemment, moi, je réponds aux directives qui nous sont données. Et présentement, pour s'assurer d'être en mesure de soutenir cette brigade-là en Lettonie, c'est là-dessus que mon équipe est concentrée, je vous dirais, pour environ 80-85% de leur temps. Lorsque je regarde tout ce qui se passe présentement en Europe, il est évident que la deuxième invasion de l'Ukraine, ne l'oublions pas, la deuxième invasion de l'Ukraine, c'était vraiment une sonnette d'alarme. Et là, j'étais vraiment aux premières loges lorsque j'étais en Italie. Donc, énormément d'inquiétudes en Europe, dans les différents pays, au sein de l'Union économique européenne, au sein de l'OTAN, etc., etc., etc. Et puis, je vous dirais d'une façon un peu plus personnelle que pour tous ceux d'entre nous, tous ces pays-là qui ont embrassé un modèle de démocratie occidentale, qui fait souvent l'envie d'un paquet de gens sur cette planète, je pense qu'on se doit d'être excessivement inquiet. Présentement, on a des régimes autoritaires qui n'hésitent pas à attaquer leurs voisins. On a des régimes autoritaires qui n'hésitent pas à bafouer toutes les règles du droit international afin de faire avancer leur agenda. Et je ne parle même pas ici des différents groupes terroristes. Donc, énormément d'instabilité dans le système international présentement. Et rappelons-nous que ce système international-là, c'est ce qui a permis à l'humanité d'éviter une troisième guerre mondiale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vous dirais que personnellement, le multilatéralisme, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose dans lequel le Canada a toujours milité, évidemment, à cause de la nature de notre pays. Mais présentement, là, nos institutions multilatérales sont sous énormément de pression et ça, c'est excessivement préoccupant, je vous dirais. L'autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a une espèce de consensus qui est en train d'émerger dans les cercles militaires au sein de l'OTAN. Lorsque je parle avec mes confrères, mes consoeurs, particulièrement en Europe, il y a une chose qui revient constamment, c'est que on est pas mal tous d'opinion, je vous dirais, qu'on va devoir gérer une Russie qui est très agressive et très difficile pour le prochain 10 à 15 ans. Ça, c'est notre analyse collective. Il y a une expression en anglais du wishful thinking. Si vous pensez que l'on peut apaiser M. Poutine, vous vous trompez. Et en passant, toutes les choses qu'il a faites récemment, il les a communiquées. M. Poutine, depuis 15-20 ans, est excessivement clair. Il nous parle, mais je crois qu'on ne l'écoute pas. Donc, il a certainement télégraphié énormément des choses qu'il a faites. Et je ne vous cacherai pas que l'attitude que souvent les démocraties occidentales ont adoptée depuis la première invasion en 2014, ça me fait beaucoup penser un peu à l'attitude qu'avait M. Chamberlain en Grande-Bretagne entre 1937 et puis 1940. Les politiques d'apaisement et d'accommodement, ça peut fonctionner avec une certaine catégorie de gens, mais en général, ça ne fonctionne pas vraiment avec les leaders autoritaires. Donc, je pense qu'on se doit un peu de réfléchir là-dessus. Et dans le cadre du conflit actuel, j'aimerais rappeler à tous qu'on a tenté effectivement d'apaiser M. Poutine par l'entremise de la diplomatie. Hein, on avait le quartet, là, on l'engageait, puis il y avait Mme Merkel qui parle couramment russe, qui entretenait les canaux de communication avec lui. On tentait là, de le contrôler. On a vu le résultat. On a tenté de mettre en place des pressions économiques à l'endroit de M. Poutine, à l'endroit du régime des oligarques, etc. Est-ce que ça a porté fruit? La réponse, c'est non. Il y a énormément d'opérations de désinformation partout dans les masses médias et souvent, dans les médias sociaux, ces opérations-là de désinformation émanent de où? Elles émanent de ces mêmes régimes autoritaires. Donc, évidemment, vous aurez compris que je vous parle du concept du DIME,
DIME, diplomatie, influence militaire et économie. Ce qui m'amène à vous dire que en fait, je vous pose la question, que nous reste-t-il réellement dans notre coffre d'outils pour tenter de dissuader M. Poutine? Et c'est là que les forces armées canadiennes, c'est là que l'armée de terre viennent jouer un rôle. Parce qu'en réalité, la seule chose que les leaders autoritaires en général vont comprendre et entendre, c'est la dissuasion militaire. Si vous n'avez pas l'intention et si vous n'avez pas les capacités militaires, votre dissuasion ne fonctionne pas. Et c'est le seul message que M. Poutine peut entendre. Et c'est la raison pour laquelle l'OTAN a décidé maintenant, il y a quelques années, de commencer à renforcer ce qu'on appelle son flanc Est. Les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie, etc., l'Europe de l'Est. Donc, et en parlant de dissuasion, je vous dirais que l'armée canadienne que l'on a aujourd'hui n'est pas un outil qui est optimisé pour ce genre de conflit-là. L'état actuel de l'armée de terre du Canada n'est pas adéquat. Il y a énormément d'investissements qui vont devoir être faits au cours des prochaines années, puis je vais y revenir peut-être un petit peu plus tard. Mais s'il y a une chose qui a été démontrée sur le champ de bataille de l'Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, vous devez être en mesure d'avoir de la précision, vous devez avoir de la distance, vous devez être capable de masser des troupes en quantité importante. C'est comme si le passé rencontrait le futur. Il y a une convergence là, sur le champ de bataille de l'Ukraine que l'on observe, que l'on analyse et dont on s'inspire pour tenter d'orienter l'armée canadienne dans le futur. Pour pouvoir survivre sur le champ de bataille aujourd'hui, vous devez vous disperser, vous devez vous camoufler. Et lorsque c'est le bon moment, vous devez vous agglutiner. Vous devez trouver l'ennemi en premier, votre opposant, vous devez l'engager en premier, et une fois que c'est fait, vous vous désengagez. C'est ce qu'on appelle en anglais Adaptable Dispersed Operation, ADO. Et certains d'entre vous qui ont fait du service militaire savent de quoi il s'agit. Si vous demeurez dans votre beau quartier général et que vous êtes immobile, ben, vous allez devenir une belle cible, comme les Ukrainiens nous l'ont démontré récemment en attaquant le QG des forces navales russes en Crimée. Ils ont détruit le QG avec une volée de missiles. Et voilà, c'est fini. Donc, le point que je veux vous faire, c'est que la doctrine que l'armée canadienne a adoptée il y a plus de 10 ans est certainement la bonne. Maintenant, on se doit d'opérationnaliser notre doctrine militaire en achetant les équipements et les capacités dont on a besoin. Ce que vous voyez présentement, chers collègues, sur le flanc est de l'Ukraine, que ce soit à Louhansk, Kharkiv, à Donetsk, vous avez essentiellement ce qui ressemble étrangement à des tranchées de la Première Guerre mondiale. Sauf qu'au-dessus de ces mêmes tranchées-là, vous avez des drones, vous avez des senseurs, etc. Donc, c'est ce dont je tenais à vous parler quand que je parle du passé qui rencontre le futur. La nature de la guerre terrestre est en train de se transformer très, très, très rapidement. Je n'ai pas les statistiques précises, mais il y a probablement plus de chars d'assaut russes qui ont été tués par des drones que par d'autres chars d'assaut. Donc, ce qui aide énormément les Ukrainiens sur le champ de bataille aujourd'hui, c'est une approche que je qualifierais d'asymétrique. Et ça doit générer un débat au sein de l'armée canadienne sur comment on va se réorganiser. Comment peut-on devenir pertinent sur le champ de bataille pour s'assurer qu'on puisse donner des conditions de sécurité adéquates à nos hommes et à nos femmes.
Donc, je parlais un peu de l'Ukraine. Donc, où est-ce que le Canada se situe dans tout ça? Je parlais tout à l'heure du flanc Est de l'Alliance. Donc, autour de 2017, on a commencé à mettre en place des groupements tactiques. On a commencé avec 4 dans les pays baltes. Quelques années plus tard, on a établi 4 autres dans le sud de l'Europe. Deuxième invasion russe en Ukraine. Et c'est là que l'Alliance a pris la décision de transformer nos 8 groupements tactiques en 8 brigades. Écoutez, un groupement tactique, ça peut être 1000, 1200, 1400 personnes. Une brigade, 3005, 4000. Il y a différents types de groupements tactiques, différents types de brigades. Donc, d'un point de vue génération de la force au niveau de l'OTAN, c'est un effort assez herculéen, je vous dirais. Toutes les nations de l'Alliance présentement sont en train de se retrousser les manches et de commencer à générer en quantité nos gens, nos équipements, etc. Présentement, au sein du groupement tactique qui est en Lettonie, on a environ 800 Canadiens et à nos côtés, on a environ 1000 soldats qui viennent de 11 différents pays qui ont décidé de nous accompagner depuis quelques années au sein du groupement tactique. Maintenant, en termes de politique, en termes de direction gouvernementale, il y a des choses importantes qui sont passées au cours des 2 dernières années. Puis j'aimerais ça peut-être les passer en revue. Ça va vous permettre de mieux comprendre où on s'en va. Tout d'abord, en mars 2022, on a annoncé que notre présence en Lettonie à travers l'opération Réassurance allait être extensionnée jusqu'en 2026. Évidemment, au niveau du gouvernement, quand il y a une décision qui est prise, une discussion au cabinet, il y a un mémoire au cabinet, ça vient avec des directions et ça vient avec des ressources financières. Donc, ça, c'est les directions qu'on a eues. Donc, commis en Lettonie pour les 3 prochaines années jusqu'en 2026. Et ça avait été signalé déjà dès 2022. Ensuite de ça, j'ai parlé de la croissance de groupement tactique vers la brigade, qui a été annoncée en juin 2022 suite à un sommet de l'OTAN. La troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est en juillet dernier, notre ministre de la Défense nationale a signé une feuille de route avec sa contrepartie lettonne. Et c'est là que le Canada et la Lettonie se sont conjointement engagés à amener cette brigade-là de capacité initiale à compter de 2024 à une pleine capacité opérationnelle en 2026. Donc, ça, c'est le contrat qui lie, si on veut, le Canada et la Lettonie. C'est l'état final désiré. Donc, retenez ces dates-là, 2024, 2026. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour certains d'entre vous qui ont peut-être servi dans le passé avec les Forces armées canadiennes, nous ne sommes pas en train de recréer la 4e brigade qu'on avait en Allemagne. Ce que l'on va mettre en place, c'est vraiment une brigade qui est multinationale. Et puis, ça ne sera pas la même quantité de gens, mais on a mis en place des mesures de mitigation pour s'assurer qu'on puisse gérer un peu là, la quantité de personnel qu'on va envoyer là-bas. Mais la chose la plus importante à garder à l'esprit, c'est que ça va certainement être le plus grand déploiement de l'armée canadienne depuis la campagne en Afghanistan. En termes de chiffres, donc le mémoire au cabinet nous donne un plafond en termes de gens qu'on peut déployer, puis en termes de ressources financières. Donc, on va avoir jusqu'à environ 2200 membres des Forces armées canadiennes qui vont être en Europe de façon soutenue. 2200. Et ça, ce n'est pas seulement que l'armée, ça inclut la marine, l'aviation, etc. Donc, de ce groupe, on a environ 120, on a un maximum de 120 familles qui vont probablement déménager et aller vivre en Lettonie. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va se faire au cours des prochaines années. Et la différence, soit un maximum de 2080 individus, eux, ils vont aller en Lettonie à travers des déploiements de 1 an ou des déploiements de 6 ans, 6 mois, c'est-à-dire. Donc, on va vraiment passer nos gens à travers des cycles de rotation. Et l'autre chose qui nous a été donnée en termes d'autorité, c'est une capacité là, de surge, comme on dit en anglais. Donc, on va être autorisé à amener jusqu'à concurrence de 1740 personnes de plus là-bas, advenant une crise ou advenant qu'il y a un exercice de grande envergure qui doit être fait là-bas. En termes d'équipement, vous avez peut-être vu dans les journaux, on a un escadron de chars maintenant qui est arrivé en Lettonie. Il y a quelques semaines, ça a été annoncé à travers les médias. On a déjà des radars terrestres qui sont arrivés là-bas. On a déjà des drones qui sont arrivés en Lettonie.
Et on va faire le mariage entre l'équipement et le personnel l'été prochain. Donc, on commence déjà à prépositionner de l'équipement. À compter du mois de décembre jusqu'à l'été 2024, il y a plus de 500 véhicules qui vont être projetés en Lettonie. Et quand vous parlez d'une quantité là, si importante de véhicules, ça prend des gens qui font de la maintenance, ça prend des pièces, etc. Donc, c'est un effort de logistique qui va être excessivement exigeant. En termes d'entraînement, donc, à compter du mois de mars, il va y avoir un exercice de poste de commandement qu'on appelle Steadfast Defender qui va être fait en Lettonie. Et c'est à ce moment que le quartier général de la 5e brigade ici à Valcartier va aller en Lettonie. Ils vont participer à l'exercice de poste de commandement. On va se dérouiller un petit peu et puis on va ajuster nos systèmes. Après ça, ils vont revenir au Canada et à compter de l'été 2024, une partie importante du QG de la 5e brigade va être déployée en Lettonie pour une période de 1 an. Donc, ça va être un déploiement important pour nos gens de Valcartier. Donc, à l'été, le quartier général de brigade va arriver. À l'automne, il y a des unités qui vont se greffer et c'est là que la brigade multinationale menée par le Canada va faire son premier exercice d'entraînement collectif sur le sol letton. Donc, écoutez, lorsqu'on regarde ce calendrier, lorsqu'on regarde ces échéanciers, qu'est-ce qui tient le quartier général de l'armée occupé présentement? Il y a 3 choses en particulier qui attirent notre attention. Premièrement, c'est la protection de la force. Que peut-on faire pour protéger nos gens qui vont être déployés là-bas? La deuxième chose, c'est augmenter notre niveau de létalité. Donc, si vous voulez dissuader un adversaire, vous devez avoir des capacités. Donc, il y a énormément de systèmes d'armes qu'on va devoir se procurer. Et enfin, l'autre aspect auquel on attire beaucoup d'attention, c'est l'aspect logistique. Quand vous êtes en Allemagne, quand vous êtes en Italie, en Pologne, d'aller dans les Pays-Bas, là, vous embarquez sur l'autoroute, c'est parti. Nous, on a un océan à traverser. Donc, c'est un défi supplémentaire pour le Canada. Et c'est la raison pour laquelle on a d'autres choix que de prépositionner le plus d'équipements possible en sol letton. Donc, il y a de l'équipement qui va être pris à travers toutes nos bases de l'armée de terre. On va les embarquer sur des navires, des avions, et on va aller placer ça en Lettonie. Et ce qu'on va faire dans le futur, ça va être de marier les gens avec les plateformes. Vous savez, on l'a vu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça peut se faire très rapidement. Et à l'intérieur de nos responsabilités et mandats au sein de l'OTAN, on a un niveau de readiness qui est assez là, serré. Le Canada a l'obligation de projeter une quantité de gens là-bas dans un échéancier très court. Donc, s'il se passait quoi que ce soit, on n'aura pas le temps d'envoyer l'équipement. Il faut que l'équipement soit déjà là au préalable. Aussi, à l'été 2022, notre ministre de l'époque avait annoncé qu'on allait acheter des systèmes supplémentaires. Donc, 500 millions de dollars qui vont être investis dans des systèmes d'armes anti-char, qui vont être investis dans des systèmes de défense contre les drones. Et ensuite de ça, on va aussi commencer à ramener au sein de notre inventaire des systèmes de défense antiaérienne. Et ce qu'on va acheter dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle en anglais des manpads, là, donc les missiles sol-air portables. Donc ça, présentement, ces systèmes-là, le processus d'acquisition est en marche. Et soit dit en passant, chers collègues, moi, comme commandant de l'armée, j'ai un budget important, mais je n'ai aucune autorité ou à peu près aucune autorité d'acquisition. Mes autorités d'acquisition s'élèvent à 5 millions de dollars. Donc, lorsque vous parlez de systèmes d'armes complexes, etc., c'est toujours acheté par le sous-ministre matériel qui est une partie du ministère de la Défense nationale en collaboration avec Service public et Approvisionnement Canada.
Donc, souvent, les gens vont me poser des questions, ton équipement. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas de carte de crédit, je n'ai pas de chèque, là. La seule chose que je peux faire comme commandant de l'armée canadienne, c'est émettre des besoins. Voici ce dont j'ai besoin. Et lorsque j'émets mes besoins, je ne peux jamais dire que je vais avoir de l'équipement de telle ou telle compagnie. C'est très, très, très générique. Et une fois que mes besoins ont été exprimés, ben, on a des collègues au sein de la fonction publique qui vont veiller au grain pour tenter d'amener l'équipement dans les mains de nos soldats, on l'espère tous, le plus rapidement possible. Donc, 500 millions de dollars qui avaient été annoncés il y a environ un an et demi. Et l'été dernier, on a eu finalement une décision de financement concernant le soutien de l'opération réassurance en Lettonie, donc une deuxième décision financière. Donc, entre maintenant et 2026, 2,6 milliards de dollars. 2,6 milliards de dollars va être poussé par le Centre vers la défense nationale pour qu'on puisse soutenir nos opérations en Europe. Et de ce montant-là, j'ai demandé à faire l'acquisition pour environ 1 milliard de dollars d'équipement. Donc, j'ai une liste, n'est-ce pas? Une liste qui a été transmise là, à nos collègues. Et puis, je vais revenir sur l'équipement peut-être un petit peu plus tard. Donc, le point que je veux vous faire, c'est qu'on a une décision politique qui a été prise. On a des ressources financières qui ont été allouées. Donc, ce sont les outils qui sont à ma disposition. Et c'est ça qu'on va tenter d'optimiser. Maintenant, évidemment, je disais tout à l'heure, une brigade multinationale. N'est-ce pas? On n'est pas seul là-dedans. Donc, notre partenaire le plus important est l'Espagne. Ils le sont depuis 2017 et ils vont continuer à le demeurer. D'ailleurs, hier, j'avais une discussion avec le commandant de l'armée espagnole. On jasait de tout ça. Outre l'Espagne, on a la Pologne qui va demeurer avec nous. On a l'Italie qui va demeurer avec nous, parce que je vous disais que le groupement tactique, il y a 11 pays. Je vous disais qu'on est passé de 4 groupements tactiques à 8 et maintenant 8 brigades. Donc, il y a des pays qui sont plus dans le sud de l'Europe, qui étaient avec nous dans le nord de l'Europe, qui ont décidé qu'ils allaient rapatrier leurs troupes plus près de la maison. Donc, on a des pays qui ont décidé de quitter le groupement tactique canadien. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a le Danemark qui va joindre à nous. Donc, le Danemark vont nous fournir un groupement tactique à compter de 2024. C'est une excellente nouvelle. Donc, il y a une espèce de réalignement sur le flanc est de l'Alliance qui est en train de se produire, je vous dirais. Tout à l'heure, je parlais de tout ce qu'on observe sur le champ de bataille en Ukraine. Je vous parlais d'équipement, de capacité, etc. La chose que l'on doit garder à l'esprit, c'est l'importance, je vous dirais, du commandement-contrôle, l'importance des capteurs, les sensors. Vous savez, vous pouvez être à Ottawa, vous regardez votre téléphone et vous avez accès aux caméras de surveillance de votre résidence dans la région de Québec, n'est-ce pas? Bon. C'est la même chose d'un point de vue militaire. Donc, on a maintenant un champ de bataille en Ukraine qui est complètement saturé par des capteurs de toutes sortes. Donc, ce que l'on doit chercher à faire, c'est un peu une espèce de course à l'information, une course à l'image, une course à l'intelligence. Ce qui fait la différence présentement en Ukraine, c'est la capacité des pays en place à prendre l'information, l'envoyer au quartier général, la digérer rapidement et ensuite de l'envoyer à ses shooters. C'est ça qui se passe. Donc, c'est le concept que vous avez peut-être entendu dans le passé du OODA Loop, Observe, Orient, Detect, Act. Donc, les forces en présence, celles qui sont les plus rapides à processer l'information, c'est elles qui gagnent sur le champ de bataille. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Ukraine, malgré le fait qu'ils sont beaucoup plus petits que la Russie, malgré le fait qu'ils ont beaucoup moins de soldats, qu'ils ont moins d'équipement, c'est la raison pour laquelle l'Ukraine a été en mesure de repousser l'invasion russe, malgré le fait que les forces en présence sont complètement disproportionnées. Ils sont plus agiles et ils ont aussi de l'équipement de pointe là, qui leur a été offert.
Vous avez beau avoir les meilleurs hélicoptères, vous avez beau avoir les meilleurs chars d'assaut, vous avez beau avoir les meilleurs canons. Si votre opposant réagit avant vous, c'est fini. La vitesse est essentielle. La bonne nouvelle, c'est qu'au Canada et dans les démocraties occidentales, on a de jeunes gens qui sont très à l'aise avec ça. Donc, on a des gens, la génération montante, n'est-ce pas? Nos jeunes hommes, nos jeunes femmes sont très à l'aise avec l'électronique, avec les téléphones, etc. Donc, d'un point de vue digitalisation, on est certainement enligné dans la bonne direction. C'est jamais suffisamment rapide, mais on a le talent humain. Et ça fait toute une différence. Et je parlais d'équipement, je parlais de commandement contrôle. J'aimerais aussi parler un petit peu d'entraînement. Vous savez, pour avoir une capacité militaire, vous avez besoin essentiellement de quatre ingrédients que vous devez mélanger de façon appropriée. Vous avez des gens, vous avez de l'équipement, vous avez de l'entraînement puis du soutien logistique. Je suis un gars qui est relativement simple, je suis un officier d'infanterie, n'est-ce pas? Fait que j'aime ça garder ça là, le plus simple possible. Donc, quatre piliers pour générer la force. Et je vous dirais que non seulement on observe ce qui se passe présentement en Ukraine, mais aussi dans notre propre histoire nationale, on a quelques exemples où ça n'a pas été très glorieux, n'est-ce pas? Donc, quand je parle avec mon équipe à Ottawa, j'aime souvent rappeler les deux exemples suivants. Hong Kong, 1941. Hein? Royal Rifle Regiment of Canada, qui vient ici, la Grande Allée à Québec. C'est la communauté anglophone de la région de Québec avait un régiment sur Grande Allée, à côté des Voltigeurs de Québec. Mais on a pris ce régiment-là, pas de mortier, à peu près pas de mitrailleuses, et on les a projetés à Hong Kong en 1941, tout croche. C'était pas de la faute de ces soldats-là, là. Mais on les a envoyés là-bas avec un peu de wishful thinking, et on s'imaginait que ceux qui ont survécu à l'invasion japonaise, ils ont passé le reste de la guerre dans des conditions atroces, dans des camps de prisonniers, et un paquet d'entre eux ont laissé leur vie là-bas. Donc ça, c'est un des exemples auxquels je pense régulièrement comme commandant de l'armée. Qu'est-ce que je peux faire avec mon équipe pour tenter d'optimiser chaque dollar que le gouvernement me donne pour éviter de répéter ça? Et l'autre exemple qu'on peut utiliser également, c'est celui de Dieppe en 42. Donc, on regarde notre passé, on regarde ce qui se passe présentement, et c'est un peu ça qui nous aiguille dans une certaine direction. J'ai parlé de transformation numérique, j'ai parlé de digitalisation, je parlais du talent que nos jeunes Canadiens ont en termes de 0 et de 1, comme j'aime le mentionner. Mais le point aussi que j'aime rappeler à tous, c'est que non seulement nos troupes canadiennes en Lettonie vont contribuer à dissuader la Russie, on va renforcer le flanc de l'Alliance, on va rassurer un pays ami, mais aussi c'est un laboratoire extraordinaire. C'est l'endroit où on visualise l'armée canadienne qui tente de tester, d'optimiser à peu près tout. Je vois la Lettonie comme étant un endroit où il y a de la recherche et du développement qui va être fait. Comme on va devoir optimiser cette brigade-là, ça va nous forcer à devenir interopérables avec nos alliés de l'OTAN. Il va falloir qu'on trouve un moyen de maximiser l'efficacité de la brigade avec, je le disais tantôt, les Danois, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, etc. C'est un défi, mais c'est une opportunité. Ça va permettre au Canada de grandir, ça va permettre à l'Alliance de s'améliorer. Oui, c'est un défi, mais je préfère avoir une famille élargie. Je Qui préfère. n'étaient pas là, l'année passée quand j'ai fait la présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Cette présentation-là, elle va être accessible. Je vais m'arranger peut-être pour la mettre sur le SharePoint pour que tout le monde y aille au lieu de faire tout le lien au complet sur le U-Drive puis de fouiller partout pour pouvoir le trouver. Fait que, oui, je vois les commentaires là, dans le chat. Oui, on l'a développé.
Puis ça nous permet là, pour que si, mettons, vous voulez déployer, ben, vous avez touché à tout. C'est en lien aussi Oh, avec j'ai FAP. pas de craie. Oui, je m'excuse. Est-ce que c'est possible de fermer le micro, s'il vous plaît? OK, merci. Good. Donc, je disais que l'intégration de tous ces pays-là est un défi, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? Les Russes n'ont pas ce défi-là. Ils sont tout seuls. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Arrêtons de douter de nous-mêmes. Je parlais des migrants aujourd'hui qui veulent partir une nouvelle vie. Où vont-ils? La Russie, eux, il faut s'intégrer avec qui, là? Fait qu'encore une fois, là, comme ils disent en anglais, the proof is in the pudding. OK? Euh, donc, en termes de digitalisation, je vous dirais que, vous savez, au niveau de l'acquisition d'équipements militaires, on peut avoir des petites solutions, on peut avoir des méga projets de milliards de dollars qui ne viendront jamais à bout de finir. La chose que je me fais un plaisir de rappeler constamment à nos confrères à Ottawa, c'est que lors du dernier exercice Maple Resolve en Alberta qu'on a fait en mai dernier, j'ai investi un peu moins de mes autorités, je vous disais, c'est 5 millions, fait qu'on 4,9 quelque chose, là. Donc, on a investi un peu d'argent. On a mis en place un contrat avec une compagnie qui nous a offert des services là, d'Internet accéléré, là, Amazon Web Services. Ensuite de ça, on a acheté des radios. On a acheté, ils appellent ça en anglais des tethered antennas. Donc, un drone avec un câble, un cordon ombilical. Vous lancez le drone émet, reçoit, vous descendez le drone, vous partez. Pas mal plus vite de faire ça que de monter une antenne. On a acheté des petites tablettes, des téléphones, et puis on est parvenu, pour moins de 5 millions de dollars canadiens, à complètement digitaliser le groupement tactique du 12e régiment blindé du Canada. Ça n'a pas coûté grand-chose. Et puis, ça l'a permis au groupement tactique qui était la Force rouge de savoir exactement où ils étaient et où étaient leurs opposants, le 1er bataillon ainsi que le 2e bataillon du Royal et 2e régiment. Le genre de système avec lequel on se battait, qu'on tentait de faire fonctionner quand j'étais commandant de groupement tactique en 2009, on est parvenu à le faire fonctionner en investissant un peu de sous, un peu de trésor public. Mais là, le défi, à cause de mes autorités, n'est-ce pas? Le défi qu'on a, c'est de prendre ça et de l'amener à l'échelle de l'armée au complet. Mais on est en train de travailler là-dessus avec certains de nos partenaires. Donc, commandement-contrôle, j'en ai déjà parlé, le C4 ou le C5 ISR. Donc, grosso modo, l'armée canadienne présentement a plus de 40 projets à différents niveaux d'approbation. Et puis, donc, le focus est certainement sur le tir indirect. Donc, énormément d'emphase là-dessus. Le canon M777 qu'on a présentement était correct en Afghanistan, mais il n'y a pas de mobilité. Et puis, le taux de survie des canonniers ukrainiens avec des M777 n'est pas reluisant. Les Russes sont capables d'amener du tir de contre-batterie et détruire ces canons-là en dedans de 3 minutes. Grosso modo, un M777, ça vous prend 7 à 8 minutes avec un équipage bien entraîné pour le mettre en position pour tirer. Donc, on doit quitter le domaine du canon tracté vers le canon propulsé, comme on avait autrefois, le M109. Donc, ça, c'est une pièce d'équipement que j'aimerais acheter. Ça va prendre quelques années, mais on se doit d'aller dans cette direction-là. Létalité, mobilité, aussi survivre sur le champ de bataille. Défense antiaérienne, écoutez, présentement, on n'a rien dans notre inventaire à part des F-18. Donc, outre les manpads, on veut aller de l'avant avec un système de défense antiaérienne pour protéger la brigade en Lettonie. Ce projet-là avance le plus rapidement qu'on peut présentement. On a aussi une discussion sur les tirs de précision à longue portée. Et vous avez vu ce qui est arrivé, j'y ai fait référence tantôt, le quartier général de la marine russe en Crimée, n'est-ce pas? Donc, des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres de portée. Donc, vous devez aller en profondeur pour aller après les systèmes de commandement-contrôle, les quartiers généraux, les nœuds logistiques, les zones de rassemblement, etc.
Donc, on a besoin de profondeur, de précision. On regarde aussi ce qui s'appelle, en français, la traduction, c'est munitions rôdeuses, donc loitering munition. Donc, un drone qui est en fait une pièce explosive avec des ailes qui volent. Vous voyez la cible, engagez la cible. Précision extraordinaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de loitering munition que tuer des tanks russes que d'autres tanks. On doit penser en termes d'asymétrie. Et ce que j'aime dire aux gens au sein de l'armée, c'est qu'il faut cesser de tomber trop en amour avec nos plateformes. Il faut penser un peu en dehors de la boîte. Ensuite de ça, on va aller de l'avant aussi avec de l'achat d'équipements pour nos bataillons d'infanterie légère. Les bataillons d'infanterie légère sont un outil extraordinaire. Le 3 RCR et le 3e 22, au cours des 6 derniers mois, ont été déployés à l'intérieur, là, je vous dirais, de 4 à 5 jours. Donc, lorsqu'il y a eu la crise au Soudan, on a déployé le 3RCR de Petawawa et on les a envoyés au Proche-Orient très rapidement. Ils sont arrivés en Jordanie, puis ils attendaient pour entrer là-bas pour faire l'évacuation des citoyens canadiens qui vivaient là. Ils se sont déployés comme ça. Le 3e 22, vous avez dû voir ça dans les nouvelles locales, ils ont été projetés très rapidement à Chypre pour aller aider à l'évacuation de nos ressortissants canadiens qui étaient soit au Liban, soit en Israël. Donc, si on veut servir de façon adéquate nos citoyens canadiens, si on veut servir de façon adéquate notre gouvernement national, on n'a pas le choix que d'investir dans nos bataillons d'infanterie légère. Ce sont des instruments de choix. Et en passant, pour la brigade canadienne qui va être en Lettonie, je vous disais que les Danois se greffent à nous. On va garder le groupement tactique canadien qui est déjà là. Et le 3e groupement tactique qui va être déployé en Lettonie est un groupement tactique qui va être basé sur un bataillon d'infanterie légère canadien. Donc, des suites d'équipements qu'on se doit de prendre. Et ensuite de ça, on se doit de s'assurer d'avoir de la mobilité dans l'Arctique, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a, à différents niveaux d'approbation, une multitude de systèmes qui vont faire en sorte que l'armée de 2030 va être une armée qui va être certainement optimisée par rapport là, aux besoins contemporains. Très rapidement, changement climatique, les opérations LENTUS, comme on les appelle ici au Canada. Écoutez, on suit ça de façon très, très, très étroite. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc, entre la période de 2010 à 2016, on avait 2 LENTUS environ par année. 2 par année. Et puis, entre 2017 et 2023, on est rendu à 6. Donc, la demande sur les forces armées canadiennes et sur l'armée de terre pour aider les communautés locales, les communautés provinciales, pour des opérations liées à l'environnement, ont triplé au cours des dernières années. Et là, je vous fais le portrait. Là. Écoutez, il y a une demande croissante pour l'Europe. On a une demande croissante pour le support aux autorités domestiques. On va projeter des centaines de véhicules en Europe. Donc, ça ajoute certainement des pressions supplémentaires sur les gens au sein de l'armée, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis certainement d'opinion qu'on se doit d'avoir un débat national sur comment on réagit à ce genre d'événement-là. Vous savez, les forces armées canadiennes, nous, techniquement, on est la force de dernier recours. Mais on est projeté très rapidement dans les dernières années. Là. Donc, évidemment, moi, je fais ce qu'on me dit, je suis juste un soldat, n'est-ce pas? Mais on se doit d'avoir un dialogue. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des communautés locales qui sont plus résilientes? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des provinces qui sont plus résilientes? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue pan-national pour être plus résilient, pour s'assurer vraiment que les forces armées canadiennes vont être appelées réellement à titre de force de dernier recours? Et ça, c'est particulièrement important compte tenu de ce qui se passe au niveau des effectifs des forces armées canadiennes. On a présentement, je vous dirais,
un défi d'attraction. Et le phénomène a commencé avec la pandémie. Présentement, au sein des Forces armées canadiennes, il nous manque plus de 14 000 personnes. Au sein de l'armée canadienne, présentement, il nous manque plus de 7 000 personnes. Donc, 2 800 réguliers et 6 300 réservistes. C'est beaucoup de chaises vides. Et je vous dirais que ça reflète un phénomène qu'on voit dans l'ensemble de notre société, n'est-ce pas? Hein? On a des défis dans le monde de la restauration, etc., etc. Donc, nous, on n'est certainement pas immunisés contre ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, je vous dirais, on met autant d'emphase sur tout ce qui s'appelle culture militaire. Comment peut-on améliorer notre culture pour s'assurer qu'on devient un endroit de choix pour nos jeunes hommes et nos jeunes femmes? Mais ce que j'aimerais mentionner également, c'est que ce défi-là, c'est un défi qui est vécu aussi avec l'armée américaine, avec l'armée britannique, avec l'armée australienne, avec l'armée néo-zélandaise. Vous savez, on est très tissé serré au niveau des 5 yeux, des Five Eyes. Et je vous dirais que c'est pire en Australie, c'est pire en Nouvelle-Zélande et c'est pire en Grande-Bretagne que ce l'est chez nous. Donc, c'est un phénomène qui est typique des démocraties occidentales. Et écoutez, je n'ai pas fait une analyse détaillée de la situation, mais ça a certainement à voir un peu avec une population qui est vieillissante, n'est-ce pas? Quand j'ai joint en 88, l'âge moyen au Canada était environ 32 ans. Dernière statistique, je m'assurer que je donnais le bon chiffre. 2022, recensement Canada, 41 ans. Donc, au cours de ma propre carrière, la population canadienne, en général, a vieilli de 9 ans. On peut faire l'autruche, là, puis se mettre la tête dans le sable tant qu'on veut. Mais les chiffres sont éloquents. Et je vous dirais que ça illustre pourquoi on a autant de problèmes de main-d'œuvre dans tous les segments économiques de notre pays. Il y a aussi peut-être une attitude un peu changeante là, face au service militaire, marché du travail qui est excessivement compétitif. Et il est certain que les cas d'inconduite qui ont été largement rapportés au sein des forces canadiennes n'ont pas aidé. Hein? On ne s'en cachera pas, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on met de l'emphase sur les conditions de service. La balance là, entre le travail, la vie de famille, le tempo opérationnel, la prévisibilité. Être capable de dire à nos gens, tu t'en vas en Lettonie à telle date. Prépare-toi, organise-toi, parle à ta conjointe, ton conjoint, les enfants, etc. Donc, on met des efforts là-dessus. On veut s'assurer que l'expérience militaire est positive aussi. On veut un leadership qui est inclusif. On veut un leadership qui est positif. On ne veut pas avoir des bullies dans l'institution. On veut des gens qui se respectent entre eux. On veut développer un sentiment d'appartenance, une fierté de servir. Et puis, on veut des leaders qui sont humbles, qui sont capables d'être décisifs, mais qui sont aussi inclusifs, puis qui sont capables d'être humbles. Puis, quand j'ai ces discussions-là, évidemment, on parle de culture. C'est toujours délicat, les questions de culture. Hein? On grandit pendant une carrière, on a embrassé des types de conduite, etc. Il faut qu'on ait ces discussions-là, c'est essentiel. Parce qu'à la fin de la journée, si on n'arrange pas ce genre de défi-là, ben, les gens n'iront pas au centre de recrutement. Ils vont voter avec leurs pieds et leurs souliers. C'est aussi simple que ça. Donc, écoutez, je vais arrêter ça là. Je pense que j'ai déjà probablement trop parlé. J'ai tenté de couvrir le plus de terrain possible, là, mais certainement ouvert à n'importe quelle question, n'importe quelle opinion. Tentons d'avoir une discussion et je suis loin de prétendre que j'ai la science infuse hier. J'ai juste quelques opinions. Merci. Bon, je suis certain que c'est pour ceux qui sont en ligne, qui font le programme de Toronto à distance ou qui vont le faire bientôt. Là,
même chose. Mhm. Beaucoup de sujets ici. On a une vingtaine de minutes pour les questions. Pour les gens dans la salle, vous remarquez que je crie quasiment, là. C'est parce que les micros sont au plafond. Donc, s'il vous plaît, pour poser vos questions, élevez la voix. Pour les gens, les instructions ont déjà été données. Donc, je vais commencer par les gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci? Monsieur. Bonjour, mon général. Je vous félicite pour cette présentation très, très documentée. Moi, c'est Siméon Rouland. Je suis en doctorat en études internationales à l'ECI. Vous avez parlé de la question du défi de séduction de l'armée canadienne. J'ai lu un rapport qui disait que, en fait, un sondage qui disait que les Canadiens perçoivent beaucoup plus les pandémies et les changements climatiques comme étant des menaces plus graves, que les Américains se disent que c'est le terrorisme, la menace terroriste qui est plus grave. Est-ce que si vous voulez, cette perception de l'éloignement de la menace ne justifie pas en partie le désinvestissement dans le métier des arts, ainsi que les financements des pouvoirs publics qui doivent être soutenus par l'Assemblée, par les courants d'opinion qui perçoivent le Canada comme un État beaucoup pacifique et humanitaire dans sa politique étrangère. Deuxième question, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole. Est-ce que le déploiement ou bien la préposition de l'armée et l'idée de formation d'une brigade en Lettonie a tiré les enseignements de la guerre en Ukraine? Est-ce que la Lettonie ne court pas la menace d'une invasion russe? Parce que la Russie avait dit que l'Ukraine, en entrant, devient une menace pour ses frontières. Merci beaucoup. C'est une question que vous posez qui est profonde et très, très, très importante. Et là, je vais vous parler un peu de ma propre expérience. Écoutez, le continent nord-américain, nous, les membres des Premières Nations, on aime ça appeler ça le Turtle Island, l'île de la tortue. Hein? Et puis, on est entouré par 3 océans, n'est-ce pas? Et il y a un Canadien qui avait mentionné dans les années 20 ou les années 30 que Canada is a fireproof house. Je pense que c'est un Canadien français, un Québécois qui avait mentionné ça, je crois. Monsieur Mansereau, Dansereau. Écoutez, lorsque je suis revenu de mon séjour au sein de l'OTAN, quand j'ai pris le commandement de l'armée, j'étais en Europe et l'invasion, énormément d'inquiétudes, non seulement en Italie où je demeurais, mais beaucoup d'inquiétudes partout au sein de l'Europe par rapport à tout ce qui se passe avec M. Poutine. Hein? M. Poutine se servait du gaz naturel pour punir l'Allemagne. Tous les trucs sont permis, tous les coups sont permis, n'est-ce pas? Donc, moi, je quitte l'Italie. J'ai vu à partir de ma chaise, comme commandant adjoint d'un QG de l'OTAN, l'invasion russe, etc. Et là, je reviens au Canada à l'été 2022. Et là, je parle avec mes amis d'enfance, les membres de ma famille, qui sont tous de la région de Québec. Bon. Là, j'ai eu un choc. Là, j'ai vraiment réalisé que pour nos concitoyens canadiens, c'est loin, c'est en Europe. Et là, je devais rappeler à certains d'entre eux, je dis, écoutez, on est membre de l'OTAN. Qu'on le veuille ou non, s'il y a un pays de l'OTAN qui est attaqué, on est en guerre. C'est ça le principe fondamental du traité de Washington que le Canada a signé dans les années 50 comme membre fondateur de l'OTAN. Donc, au niveau des perceptions, monsieur, vous avez tout à fait raison, il y a un écart. C'est un peu pour ça que je suis ici, avec vous. Sans vouloir être alarmiste, la réalité, c'est qu'il y a énormément de tensions dans le système international présentement. On vit une période où le risque est excessivement élevé à tous les égards. Donc, c'est la raison pour laquelle l'armée
va tenter d'optimiser chaque dollar que je reçois de notre gouvernement. C'est ma responsabilité professionnelle comme commandant de l'armée. Et puis, mais sans vouloir crier au loup, je tente de faire réaliser à nos concitoyens qui ne suivent peut-être pas la question internationale au même titre que vous, qui étudiez là-dedans. Écoutez, il se passe des choses présentement auxquelles on se doit de porter attention. La plupart des systèmes d'armes dont on aimerait se doter, ce sont des systèmes d'armes qui peuvent prendre 4 à 5 ans avant d'arriver. Si je n'achète pas maintenant ou dans les prochains mois, l'équipement n'arrivera pas avant 2026, 2027, 2028. Et rappelons-nous que le Canada a signé une feuille de route. Le Canada s'est engagé par rapport à l'OTAN. Et présentement, ce que l'on voit, chers collègues, on voit l'OTAN et on voit une Europe qui est en train de se réarmer. Donc, lorsque les gens de Travaux publics Canada arrivent pour acheter de l'équipement, pour que ce soit la marine, l'aviation ou pour l'armée de terre, on s'en va dans la queue. C'est comme aller à la boucherie. Vous prenez un numéro. Et là, présentement, il y a beaucoup de pays alliés qui sont vraiment en avant de nous et qui achètent des systèmes d'armes présentement. Donc, le point, c'est que c'est ma responsabilité de s'assurer qu'on est le plus près possible, advenant qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu énergisé avec mon équipe là, pour tenter d'accélérer le tout. C'est ce qu'on appelle en anglais là, le readiness. Vous ne pouvez pas acheter les équipements qui font la différence sur un champ de bataille chez Walmart. C'est high-tech, c'est produit en petite quantité, et tous ces systèmes-là qui font la différence présentement sur le champ de bataille ukrainien, tout le monde se les arrache. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de plus en plus. Écoutez, je suis ici, je m'en vais à Chicoutimi en fin de journée, je m'en vais à Vancouver lundi, je suis à Calgary mardi. J'ai été à Halifax il y a quelques semaines et je parlais à des gens du milieu académique et du milieu des affaires. Donc, évidemment, je tente de partager un peu notre vision de ce qui se passe sur la scène internationale, mais aussi, j'aime rappeler aux gens que j'ai un mandat à exécuter au nom là, de mon gouvernement national. Donc, c'est un peu ça qu'on tente de faire, parce qu'effectivement, il y a un clivage. Et si je peux me permettre, le Fireproof House, n'est-ce pas? Le géant américain qui est à nos côtés, on se croit immunisé, protégé de tout. Je vous dirais que on se doit de faire notre juste part. Vous savez, souvent dans nos relations bilatérales avec nos voisins américains, nous, on regarde le voisin américain d'un point de vue particulièrement économique. Right? C'est ce qui est important à nos yeux, l'accord de libre-échange, etc. Mais quand je vais à Washington puis je parle à mes contreparties américaines, eux, ils ne parlent pas d'économie, ils parlent de sécurité. On se parle, mais on ne parle pas le même langage. Donc, on se doit de noter, je pense que chez beaucoup de nos plus proches alliés, présentement, le discours, il est vraiment sur les questions de sécurité nationale. Donc, ça l'a, mais écoutez, le gouvernement est le reflet du désir de la population, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je suis ici avec vous. Je ne vous dis pas que j'ai la science infuse, je fais juste partager avec vous quelques-unes de mes impressions. Est-ce que je réponds à votre question? OK, merci. Mais oui, il y a un clivage, absolument. Absolument. Clivage important, je vous dirais. On va débuter par la question de M. Mathieu Leroux. Vous pouvez enlever votre... en fait, vous êtes démuté. On vous entend, M. Leroux, pour votre question. Bonjour, Général. Je suis capitaine de vaisseau Mathieu Leroux. Je suis le commandant de la région de l'Est pour la réserve navale. Cette semaine, je voyais mon patron, l'amiral Topchi, parler de l'état critique des navires, mais particulièrement la pénurie de marins. Je vous ai entendu aussi là, au niveau de la situation dans l'armée canadienne.
Et Mhm. sans parler de la position géopolitique d'Israël, je veux juste savoir si vous êtes jaloux d'un pays de 9 millions d'habitants comme Israël qui a pu mobiliser en quelques jours 300 000 Ouais. militaires. Donc, Ouais. la flexibilité. Écoutez, premièrement, je vais vous dire, je suis surtout heureux de voir que d'un point de vue géostratégique et d'un point de vue surtout géographique, le Canada est dans une situation excessivement enviable, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas que les conflits ne peuvent pas venir nous rejoindre éventuellement, mais je vous dirais que quand je regarde ces conflits-là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas les capacités de mobilisation de nos alliés, c'est plus de me dire, ouais, on est-tu chanceux? Ça, c'est ma première réaction. On se doit d'atteindre évidemment un équilibre entre sécurité, développement économique, santé, vous savez. Puis moi, je suis juste un soldat et je comprends très bien que nos gouvernements nationaux ont un exercice d'équilibre à atteindre. Oui, on a certains de nos voisins qui sont capables de nos alliés qui sont capables de mobiliser, qui ont des suites d'équipements que j'aimerais bien acquérir, c'est certain. Mais c'est une question d'équilibre, encore une fois. Euh, on a, on a besoin de faire des investissements au sein des Forces armées canadiennes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'un autre côté, il faut réaliser l'environnement dans lequel on opère et on travaille, n'est-ce pas? Donc, écoutez, c'est des choix qui sont d'abord et avant tout politiques. Ce que j'aimerais faire, c'est aller acquérir certains de ces systèmes-là à la fine pointe de la technologie. Et ça nous permettrait de livrer les effets qu'on se doit de livrer sans aucun doute. Vous savez, mon défi, je parlais de Opry Assurance. Je parlais là, du 2,3 milliards de dollars. Bon, l'argent est là, etc. Il s'agit de sortir l'argent avec le processus d'acquisition. Mais cet argent-là va n'équiper que la brigade en Lettonie. Il me reste 4 autres brigades au Canada que je dois équiper. Et quand je parle des 4 brigades, ça comprend le 6 CCSB, la 6e brigade là, que l'on a, qui est cantonnée à Kingston, qui livre des effets pour l'ensemble de l'armée. Donc, aussitôt qu'on va avoir mis en place tout ce dont on a besoin pour la Lettonie, après ça, j'embarque en 2e et 3e vitesse pour aller équiper tout ce qui reste de l'armée canadienne. Parce que la plupart de ces projets-là ne livreront pas avant 2028, 2029, 2030. Ça prend du temps à acquérir de l'équipement. Et là, on va se ramasser dans un espace où on va avoir une brigade en Lettonie qui est high-tech, puis on va avoir des équipements au Canada qui vont être un petit peu différents. Je ne vous dirais pas qu'ils vont être low-tech, mais il va y avoir un clivage. Donc, ce gap-là, cet espace-là, on va devoir le combler au cours des prochaines années rapidement. Donc, ça serait ma perception. Écoutez, oui, certains de nos pays alliés ont plus de capacités, ont des systèmes de mobilisation, etc. Mais disons que l'armée canadienne, elle n'est pas très grosse. Hein? Réserve, Ranger, armée régulière, on a environ 50 000 personnes. Je pense que c'est suffisant pour accomplir nos tâches actuelles. On a besoin d'investir dans l'équipement. Et puis, on se doit aussi d'investir dans la réserve. On se doit d'avoir une réserve qui livre les effets dont on a besoin, non seulement en Lettonie, mais ailleurs. Donc, ce serait un peu ma réponse là, à votre question. Merci, mon général, dans la salle. Bonjour. On va en parler plus fort, s'il vous plaît. Oui, par rapport à ma question, oui. J'aimerais vous demander par rapport à votre expérience, quelle, disons, est l'une, on peut dire, des missions que vous avez faites qui vous a marqué le plus d'un point de vue positif ou négatif et qui a façonné un peu votre façon, si on peut dire, d'aborder les subséquents? Donc, quels sont les 3 éléments que vous avez Oh, c'est toute une question. Écoutez, je pourrais en parler longuement, là. Mais tout d'abord, vous le savez, nous, on livre un mandat, n'est-ce pas? On est militaire.
C'est pas nous qui prenons les décisions. Donc, on est envoyé là, selon le bon plaisir du gouvernement. Très rapidement, Croatie 93. Ce qui m'a marqué là-bas, c'était les limites du peacekeeping. Vous savez, 2 ans auparavant, le premier bataillon, à l'époque, c'était le 3e bataillon du Royal 22e, avait été à Chypre. On s'est inventé une belle histoire nationale. On a un monument à Ottawa, etc. Mais l'idée que la population canadienne a de ce que sont les missions des Nations unies, c'est une vision nationale qui remonte de l'époque de Pearson. Ça n'existe plus. Il y a un clivage entre ce que la population canadienne voit par rapport à son instrument militaire. Il y a des gens qui vont dire qu'on est une force de maintien de la paix. Dans la plupart des endroits où l'ONU envoie des troupes, il n'y a pas de paix à garder. Et souvent, l'autre partie n'est même pas un acteur étatique. Donc, moi, ça a été, les missions des Nations unies, c'est pas ça que je pensais que c'était. Fait que ça, c'est la première chose. L'Afghanistan, écoutez, la plupart d'entre nous qui ont servi là-bas, on a été marqués à différents niveaux, n'est-ce pas? Et je compose toujours avec ça, personnellement. Ça fait plusieurs années, mais on y rêve encore, n'est-ce pas? Et ça affecte le tempérament. On a tous été affectés par ça. C'est certain que je suis excessivement fier de tout ce que l'équipe a pu faire. Tu sais, j'avais 1200 personnes là, sous mon commandement. On a vraiment tenté de faire du mieux qu'on pouvait dans des circonstances excessivement difficiles. On a perdu beaucoup trop de camarades. Mais écoutez, on a fait ce qu'on devait faire comme soldat. Je vous dirais en rétrospective qu'il y a des limites à projeter notre image de nous-mêmes à l'étranger. On ne peut pas exporter des valeurs, on ne peut pas exporter des systèmes politiques. Si vous voulez quelque chose qui va prendre racine, ça doit venir de la population et de la communauté elle-même. Si vous voulez avoir de la stabilité dans vos institutions politiques, vous devez avoir des gens, des populations qui se reconnaissent dans ces systèmes-là. Donc, tout ce qui s'appelle exporter, etc., je vous dirais, on se doit de gérer un peu nos attentes dans ce dossier-là. Et puis, enfin, je vous dirais, en Israël, c'est qu'on travaillait à construire quelque chose. J'ai trouvé ça gratifiant. À aider l'autorité palestinienne à améliorer ses services de sécurité pour éventuellement amener de la stabilité dans le West Bank. Parce que dans le cadre de la mission canadienne, personne ne va à Gaza. En fait, il n'y a personne au niveau du USSC ou du Canada qui a travaillé dans la bande de Gaza lorsque le Hamas a pris contrôle de l'enclave là-bas. Donc, c'est un peu tout ça, je vous dirais. Peacekeeping, l'image qu'on en a, ce que j'ai vécu là-bas. L'Afghanistan, fier de nos gens, un mandat très difficile, mais on a fait de notre mieux dans les circonstances. Et enfin, là, je vous dirais, à Jérusalem, d'aider à construire quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça glorifiant, gratifiant personnellement. Mais là, écoutez, on pourrait en parler pendant des heures, particulièrement de la mission afghane. Je pense qu'on peut devoir terminer. Oh, déjà? Je tenais au nom du président du Conseil international du Canada. Mon nom, c'est Alain Grégoire, et je voulais vous remercier au nom du Conseil international, de l'École supérieure d'études internationales, et aussi l'Institut militaire de Québec, dont nous sommes partenariats pour le faire.
Et ça a vraiment été intéressant, votre description du contexte actuel et des besoins que l'armée canadienne a actuellement pour rencontrer ces défis-là. Fait que je tenais beaucoup à vous remercier parce que c'est évidemment pas du temps très chargé. D'accord. Et vous avez maintenant un autre. Merci. Merci de saluer les gens que je vois à l'écran, des visages familiers que vous avez plusieurs aspects. En espérant que j'ai la chance de vous rencontrer dans la vie et d'approcher en personne. Merci. Félicitations. Merci. Mais oui, il doit avoir pas